Bonsoir à tous. Le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, hué dans les rues de Sarajevo. George Bush qui réveillonne en Somalie, rebondissement dans l'affaire du fichier des Juifs, enfin la décision de construire le TGV Est, tels sont quelques-uns des titres de ce 19-20. Le secrétaire général de l'ONU dans les rues de Sarajevo assiégé. L'image est certes symbolique, mais l'accueil a été plutôt froid. Monsieur Boutros-Ghali n'est resté que quelques heures dans la capitale bosniaque, d'où l'on entendait des bruits de canonnade. Jean-Paul Girouard. ONU, trahison, aidez-nous ou rentrez chez vous. Devant la présidence bosniaque et face à Boutros Boutros-Ghali, la colère et l'amertume d'une centaine de manifestants. La visite du secrétaire général de l'ONU a suscité au mieux l'indifférence, voire l'hostilité des habitants de Sarajevo, qui voient en lui un obstacle à une intervention militaire internationale en Bosnie. Même fraîcheur dans son entretien avec le numéro 2 du gouvernement bosniaque, il est vrai que juste avant son départ de Genève pour Sarajevo, Boutros Boutros-Ghali s'est de nouveau prononcé contre une action militaire et pour la poursuite des négociations politiques à Genève. Selon lui, la situation de Sarajevo n'est pas encore complètement désespérée. Je peux vous donner une liste de 10 endroits où il y a plus de problèmes qu'à Sarajevo. Ici au moins, vous avez l'opinion publique avec vous. Vous avez un processus de paix en cours, vous avez certains principes adoptés. Vous avez la machinerie et la présence des Nations Unies. Dans d'autres pays, il n'y a pas ça. Officiellement, Boutros Boutros-Ghali est venu pour présenter ses vœux au casque bleu. La Ligue des habitants de Sarajevo lui a présenté les siens sur le mode ironique. Que Dieu vous aide en cette nouvelle année, comme vous nous avez aidés par le passé. Alors Christian Mallard, malgré ce que dit M. Boutros-Ghali, on a quand même l'impression ce soir, 31 décembre, que l'on est, selon un terme devenu célèbre, dans une logique de guerre. Oui, vous avez raison. La diplomatie internationale piétine. La logique de guerre se précise au fil des jours. Le secrétaire général de l'ONU, rappelons-le, nous déclarait avant-hier soir que la prochaine réunion de Genève avec les chefs des différentes factions rivales, qui débutera donc samedi, pourrait être la réunion de la dernière chance. Son opinion est aujourd'hui partagée par de nombreux chefs d'État. Après les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, réticente jusqu'alors à intervenir militairement, se fait à l'idée qu'une intervention militaire peut prévenir un élargissement du conflit dans les Balkans. La Russie a fait savoir de son côté qu'elle ne bloquerait pas une résolution de l'ONU allant dans ce sens si elle considérait qu'on a épuisé toutes les voies diplomatiques. Cela dit, une intervention militaire ne serait pas simple, car il faudrait faire évacuer au préalable les 20 000 soldats de l'ONU et les représentants des organisations humanitaires qui sont sur le terrain afin que leur vie ne soit pas mise en danger. Alors dans 25 minutes, le président François Mitterrand va présenter ses vœux aux Français. Il est évident qu'il va aborder ce problème. D'après ce que l'on croit savoir, le président devrait consacrer 3 des 8 minutes de son allocution à la situation dans l'ex-Yougoslavie. La tonalité du discours n'est pas optimiste. François Mitterrand considère lui aussi que la réunion de Genève est la réunion de la dernière chance, qu'on a fait jusqu'alors tout ce que l'on pouvait faire sur le plan diplomatique, et que si cette réunion échoue, eh bien, il faudra très vite obtenir un mandat formel des Nations Unies pour intervenir militairement. François Mitterrand rappelle qu'il faut aussi dans l'immédiat contrôler l'espace aérien bosniaque, desserrer l'étau autour des camps de prisonniers et faire en sorte que les villes martyrs ne le soient pas davantage. Cela fait beaucoup de défis qui ne sont pas faciles à relever. Merci Christian. Au Proche-Orient, 10 des 415 Palestiniens expulsés d'Israël vont pouvoir rentrer chez eux. Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui avait reconnu que ces 10 hommes avaient été bannis par erreur, a déclaré ce matin qu'ils pouvaient rentrer dès à présent dans les territoires occupés. Il a précisé qu'ils retrouveraient immédiatement le statut qu'ils avaient auparavant. À Mogadiscio, les soldats français ont abattu ce matin un Somalien qui tentait de pénétrer dans l'ambassade de France. Mogadiscio qui se trouve placé sous très haute surveillance depuis que le président américain George Bush a décidé d'y passer le réveillon. Philippe Pister. Les Américains ne badinent pas avec la sécurité. Dès le milieu de la matinée, tous les accès à l'aéroport avaient été bloqués. Les centaines de Somaliens venus accueillir George Bush n'ont même pas pu apercevoir son avion. Un accueil sobre par le général Johnston, chef des forces US en Somalie, pas de cérémonie. Direction la mission diplomatique américaine pour la rencontre avec les Boys. George Bush a voulu presque imposer aux Nations Unies cette intervention humanitaire, son dernier acte qu'il veut prestigieux de président en exercice. Son discours ne pouvait être qu'un hymne à l'Amérique et à ses troupes. Desert Storm
Tempête du désert avait montré une fois de plus que nous avons les meilleures forces combattantes au monde. Cette fois, pour une mission très différente, vous montrez le même professionnalisme et le même dévouement. Que Dieu vous bénisse et meilleurs vœux. Direction ensuite la foule pour une visite de l'école et du centre humanitaire de la Croix-Rouge de cette localité à 20 km à l'ouest de Mogadiscio. Ce soir, George Bush passera le réveillon et la nuit au large sur l'USS Tripoli. Et selon la télévision américaine CNN, des tirs nourris et des explosions auraient eu lieu à l'instant même à quelques kilomètres à l'est de Mogadiscio. La fin du procès de Didier Guyant en Algérie. Ce Français converti à l'islam sous le nom d'Abdelkrim a été condamné à mort pour atteinte à la sûreté de l'État et possession illégale d'armes de guerre, des faits en relation avec l'agitation islamiste de l'année dernière. Je me considère comme un... En France, rebondissement dans l'affaire du fichier des Juifs retrouvé l'année dernière au ministère des Anciens Combattants. Ce fichier serait celui des victimes des rafles et non pas, comme on l'a cru à l'époque, le recensement des Juifs établi en 1940 par le régime de Vichy. Pascal Justice. Voici les preuves avancées par la commission d'enquête. 2 procès-verbaux émanant des services de police et qui attestent la destruction de 7 tonnes de documents fondés, je cite, sur des distinctions d'ordre racial. Pour René Raymond, pas de doute, il s'agit du fichier des Juifs établi en 1940 par la police française à la demande de l'occupant. Jusqu'à ces derniers jours, nous étions dans l'incertitude. Mais depuis quelques jours, grâce à la préfecture de police qui nous a communiqué toutes les pièces administratives, nous avons avec la certitude que ce fichier a été détruit en 1948 et en 1949. Ce que l'on croyait être le fichier ayant servi aux rafles de 41 et 42 serait en fait le fichier des déportés utilisé pour indemniser leurs familles. Mais pour Maître Klasfeld, ce fichier est issu de celui de 40 et ce, même si les fiches manquantes ont été détruites. En 48, en 49, on a détruit une dizaine de tonnes d'archives concernant les questions juives. Mais bien entendu, à l'époque, on a détruit tout ce qui était compromettant, c'est-à-dire les procès-verbaux des arrestations, les lettres de dénonciation, tout ce qui mettait en cause les agents d'exécution. D'ailleurs, dès 1946, la loi n'autorise plus l'existence de tels fichiers établis sur des critères raciaux. Légalement donc, ils doivent être détruits. Là, ils sont en train de se chercher des noises à travers le grand fichier de la préfecture de police de Paris. Je trouve que c'est infiniment dommage. Et à mon avis, c'est apporter de l'eau au moulin des négationnistes qui vont avoir la part belle pour dire, vous voyez, ils savent même plus ce qu'ils disent. Un jour, c'est le grand fichier. Un autre jour, c'est pas ça. C'est celui des victimes pas juives, des victimes juives. Et évidemment, de nouveau, ça va faire une deuxième polémique qui sera beaucoup plus grave que celle-ci. Quant à elle, l'association des fils et filles des déportés juifs de France réclame toujours que ces documents soient archivés au centre de documentation juif comme symbole de la Shoah. Le professeur américain Robert Gallo, de nouveau au cœur d'une polémique. Cette fois-ci, c'est le département de la santé qui l'accuse d'avoir menti à propos de l'utilisation du virus du sida dans son laboratoire. Et aux États-Unis, cela peut être considéré comme un crime. Isabelle Thomas. Les 3 principaux tests de dépistage du sida actuellement sur le marché sont en fait issus d'une même souche, celle isolée à l'Institut Pasteur par l'équipe du professeur Montagnier. Les grands laboratoires de recherche échangent fréquemment informations et échantillons. La règle veut que ces apports soient mentionnés lors des publications des découvertes, ce que n'a pas fait le professeur américain Robert Gallo en 1984. Il lui a reproché, lorsqu'il a publié ses articles scientifiques en mai 1984 sur le virus du sida, de ne pas avoir mentionné qu'un de ses chercheurs avait cultivé dans son laboratoire des échantillons envoyés par l'Institut Pasteur. Mauvaise conduite scientifique, c'est donc la faute reconnue aujourd'hui par le Bureau de l'intégrité scientifique américain. Au regard du droit, le professeur Gallo risque de voir son activité étroitement contrôlée pendant 3 ans. La validité de ces découvertes n'est-elle pas remise en cause? Mais l'Institut Pasteur voit dans ce rapport d'enquête l'occasion rêvée d'aménager l'accord franco-américain de 87, accord qui répartit les retombées financières des découvertes scientifiques. C'est déjà une polémique franco-américaine qui avait retardé l'autorisation en France du test de dépistage américain. Aujourd'hui, l'argent occupe décidément une bien grande place dans la recherche. Une 3e victime du froid en France a été découverte ce matin à Colmar, dans le Haut-Rhin.
Un clochard de 49 ans qui est mort par moins 10 degrés. Pour éviter ces drames, certaines villes multiplient les lieux d'accueil. Reportage la nuit dernière dans Paris de Zindit Boudaoud et Olivier Thiette. Un petit coup de blues là. C'est pas le moment de se laisser aller. Ce soir, comme tous les soirs, beaucoup de blues. Pas question pourtant de se laisser aller. La soupe populaire de l'Armée du Salut, c'est souvent le seul repas de la journée. Pour les sans domicile fixe, remonter la pente, c'est ménager sa santé. Pour tous, l'itinéraire est identique. Inquiets, quelquefois énervés, les 12 000 SDF parisiens ne sont pas tous résignés. Par peur des bleus, par peur d'être ramassés par la police, beaucoup préfèrent dormir dehors dans le froid. L'opération Atlas se charge des autres. Robert, ancien SDF, doit les convaincre de sortir du métro. Tous les soirs, c'est une quarantaine de SDF qui prend place dans les 4 bus affrétés par la RATP. 22h15, direction le centre de refuge de Nanterre. Depuis le lancement de l'opération en novembre dernier, certains effectuent régulièrement ce trajet. Ce sont les plus anciens. Pour les plus jeunes, comme Patrick, mis à la rue par son beau-père, ou Eric, arrivé de Marseille aujourd'hui, la solution Nanterre, c'est du provisoire. 22h45, arrivé au refuge, première étape, confier ses affaires personnelles afin d'éviter de se les faire voler. Puis aller prendre sa douche. Le rituel est immuable, un peu trop peut-être, on veut y échapper. Depuis 75, tu m'as pas vu. Depuis que je suis revenu du Vietnam. Regarde où je suis à Nanterre, à Paris. Maintenant, veux-tu m'envoyer un peu d'argent, même à Nanterre? L'accueil sature. Ici, plus de 400 lits sont réservés aux SDF qui n'ont guère le choix. On attend 6 semaines pour toucher les RMI. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on vole, ou bien on fait lâche-manche. Les pathologies observées par le corps médical sont de notre âge. Gale ou tuberculose par exemple. Des pathologies liées à la situation même des SDF. Mais quand le sort s'acharne, rien n'est perdu, surtout pas la dignité. L'Est de la France aura bien son TGV. Pierre Bérégovoy l'a confirmé ce matin en précisant même que le coût de cette construction resterait au-dessous des 20 milliards de francs. Commentaire de Marie-Hélène Tichou. Aller à Strasbourg en TGV en 1h50, ce sera possible. Pierre Bérégovoy l'a décidé. Le Premier ministre a confirmé la décision de l'État d'entreprendre la construction d'un TGV Est. Raison officielle, l'aménagement du territoire en France et un pas vers le réseau européen de trains à grande vitesse. Les hommes et femmes politiques de l'Est applaudissent. Catherine Trottmann, maire de Strasbourg, André Rossineau, maire de Nancy, s'étaient battus pour le projet. En revanche, le président de la région Lorraine, Gérard Longuet, s'est déclaré déçu. S'il est lui-même pour le projet, il reproche à l'État de ne pas annoncer clairement le montant de sa participation financière pour la construction de cette future ligne. Côté SNCF, il n'a jamais été question qu'elle paye toute seule la facture. La rentabilité de la ligne est trop faible. La SNCF y va à la demande de l'État et des collectivités régionales et elle avance le dossier dans les mêmes conditions qu'elle avance d'autres dossiers de ligne nouvelle. Mais toute seule, elle n'y serait pas allée? Alors toute seule, si vous voulez, c'est pas une des lignes les plus prioritaires dans les projets qui figurent actuellement dans le schéma directeur. L'État ne veut pas que la facture globale dépasse 20 milliards de francs, un montant inférieur de quelques milliards aux hypothèses jusque-là avancées. Reste à négocier la part de chacun, SNCF, État, région, Europe. Des propositions et un calendrier seront publiés d'ici la fin du mois de janvier. Le grand marché européen, c'est pour ce soir minuit, mais l'ouverture des frontières ne fait pas le bonheur de tout le monde. Ainsi, les transitaires en douane qui dès demain vont se retrouver sans travail. Cela représente 8000 Français qui risquent de connaître des difficultés de reclassement. Enquête de Jean-Yves Serrand et Josiane Zimanski. 1200 entreprises font du transit en douane. Le quart pourrait déposer le bilan en 93. Même les plus solides, souvent gros transporteurs comme Danzas à Paris, vont voir leurs résultats chuter d'un tiers. Et aujourd'hui à minuit, ils vont mettre à la porte un employé sur 10. Nous avons sur 5000 collaborateurs en France, entre 400 et 450 licenciements à opérer. Au total, 8000 victimes en France. Elles effectuaient les formalités de douane pour le compte des entreprises. Avec le marché unique, on n'a plus besoin d'elles. Mais pour leur permettre de retrouver un travail, elles vont garder un temps les 2 tiers de leur salaire. À Paris, les plus jeunes ont confiance. Dans le cadre du plan social, j'ai 15 mois pour la reconversion. Donc je pense que c'est sur la région parisienne, c'est un laps de temps qui me permet de cette reconversion.
Dans les zones frontalières où les entreprises ne géraient qu'un trafic intracommunautaire, avec l'Italie à Modane ou avec l'Espagne à Hendaye, le congé conversion est porté à 2 ans. Mais là, les transitaires n'ont pas beaucoup d'illusions, notamment à partir d'un certain âge. Au bout de 2 ans de congé de reconversion, qu'est-ce que ça va être? Personnellement, pour moi, ça va être le chômage. Et ce n'est pas fini, les entreprises qui exportent n'ont plus besoin de passer par un quai de dédouanement et donc de recourir à une entreprise de transport spécialisée. Elles pourraient livrer directement leurs marchandises, l'emploi des manutentionnaires pourrait maintenant être touché. Probablement, dans le courant du premier semestre, nous aurons une seconde vague de licenciements et hélas, nous pensons que 3 000 à 4 000 personnes supplémentaires pourraient être concernées. Toute l'année, les transitaires ont manifesté en vain pour éviter le couperet du 1er janvier 1993. À l'Europe de démontrer maintenant que la dynamique du marché unique peut également créer des emplois. Alors Françoise Laborde, on le voit pour ces transitaires, l'ouverture des frontières, ça représente un changement considérable dans leur vie, mais il faut bien le dire, dans l'ensemble, il ne faut pas s'attendre à des bouleversements. Non, c'est vrai, on peut être un peu déçu. Ce 1er janvier devait être un tournant dans l'histoire du marché commun, l'aboutissement de 5 ans d'harmonisation, quelque chose de comparable par son importance à la signature du traité de Rome ou la mise en place du système monétaire européen. Hélas, déception, la date symbole reste pour beaucoup symbolique. Mis à part la douzaine de jeunes alpinistes européens escaladant le Mont Blanc, pas de quoi marquer, signaler ce passage du marché commun au marché unique. Il aura pour première application concrète des hordes de consommateurs anglais se ruant ce week-end sur les grandes surfaces françaises, tandis que les Français iront faire de même en Espagne. Pourquoi? Ils pourront acheter 90 litres de vin et 30 litres d'alcool moins cher que chez eux. Ça n'est plus le marché unique, c'est la grande surface unique. Pas de grand bond en avant, donc demain, dans la plupart des secteurs importants, banque, assurance, on vit déjà sans barrière douanière, mais les postes frontières, eux, sécurité oblige, resteront en place. Il sera toujours aussi difficile d'acheter une voiture à l'étranger. Pas d'harmonisation des systèmes techniques, les prises électriques, le voltage ou le téléphone garderont leur particularisme. Enfin, comble de la perfidie, les Britanniques continueront à imposer la quarantaine à nos animaux familiers. L'Europe, cette fille-là, elle est terrible. Plus ça avance, moins ça change. Merci Françoise. Alerte à la gastro-entérite dans le sud de la France. Une centaine de cas ont été enregistrés dans la région de Béziers et de Montpellier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ces intoxications en série. Décidément, les réveillons ne sont plus ce qu'ils étaient. Commerces de luxe, restaurants et cabarets enregistrent en effet une baisse sensible de leur activité. Et pourtant, les prix, disent-ils, n'ont pas vraiment augmenté. Jacques Garnier et Marc Doux l'ont constaté en payant de leur personne. Une baisse de 2% sur le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, alors que les prix n'ont pas augmenté. Une clientèle qui boude curieusement les grands vins et les alcools de marque et se disperse avec des achats en petite quantité. L'alimentation de luxe, cette année, enregistrera un important manque à gagner. On sent quand même une crise. La situation est tendue, je dirais aussi bien chez Fauchon que dans tous les autres commerces. La morosité empêchera-t-elle de célébrer l'an neuf dans la tradition? La Saint-Sylvestre fête à Paris dans tous les styles, toutes les cuisines, toutes les langues et toutes les musiques. Branché ou traditionnel, le réveillon aura réservé des surprises jusqu'à la dernière minute. Disons qu'on a toujours cette petite inquiétude qui fait que est-ce qu'on va arriver à trouver suffisamment pour meubler ce restaurant qui est quand même un grand bateau. C'est un bateau de 240 voire 250 personnes assises. Le menu du réveillon va coûter combien? 2450 francs. Bon bah ça y est, on est complet. Par contre, les propriétaires de nombreux cabarets parisiens sont relativement inquiets. Il reste encore de nombreuses tables disponibles et les réservations sont des plus timides. Il y a quelques années, il y a 5 ans ou 6 ans, les réveillons étaient pleins déjà un mois à l'avance. Là, ce n'est plus le cas. L'avantage du milliardaire, c'est que c'est un cabaret qui contient 50 personnes. Donc on le remplit plus facilement que nos grands camarades qui sont beaucoup plus importants que nous. Avec un effectif de plus de 400 personnes, formidable, la revue du Moulin Rouge coûte chaque soir 350 000 francs. Au cours de ces 2 spectacles, elle accueille plus de 2000 spectateurs venus du monde entier. Le prix du réveillon du centenaire n'est pas excessif compte tenu de la grande qualité du spectacle. Je suis optimiste parce que de nature je suis optimiste, mais je ne sais pas si on fera le plein comme on l'a fait les années précédentes. Parce qu'évidemment, comme on dit en politique maintenant, il y a une conjoncture qui fait que les gens manquent d'argent et ne viennent pas tellement au spectacle.
Mais rassurons-nous, Paris a toujours été la capitale de la bonne humeur, du faste et de l'insouciance. Pourquoi en serait-il autrement cette année ? Parmi tous les cirques qui se sont installés en cette fin d'année à Paris, le cirque de Corée se distingue à plus d'un titre. D'abord parce qu'il se trouve dans le seul cirque construit en dur en France, ensuite parce qu'il n'y a pas un seul animal au programme, enfin parce que les numéros d'équilibristes et de magiciens sont tout à fait exceptionnels. Reportage de Dominique Poncet et Christos Camillieris. Venu de Corée du Nord, le cirque national de Pyongyang, dans la grande tradition du cirque des pays orientaux. Il n'était pas venu à Paris depuis 1977. Ici, pas d'animaux, mais des numéros de voltige et d'acrobatie ahurissants. T'as eu peur ? Un peu. Autre grande spécialité, les tours de magie. Comment ils font pour revenir, les dames, elles se cachent, on se demande comment elles font. Faut-il souligner que ce cirque de Corée, ce sont 2 heures d'émerveillement. Fin de cette édition du 19-20. Dans quelques instants, le président de la République vous présentera ses vœux pour l'année 93. À 20h50, Vincent Perrault vous emmènera à Las Vegas. Et à 22h20, Catherine Matoche vous présentera Le Soir sur la 3. Dans quelques secondes, le rappel des titres de vos actualités régionales. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon, une très bonne année 93 et je vous dis à l'année prochaine.